Une nouvelle de Stephen King, une sale grippe. Lorsque le type fut bien mort et que l'odeur de sa chair calcinée se fut dissipée, nous reprîmes tous le chemin de la plage. Corey trimballait sa radio, un de ces transistors de la taille d'une mallette, où il faut mettre au moins 40 piles et sur lesquels il est possible d'enregistrer ou d'écouter des cassettes. On ne pouvait pas dire que le son était fameux, mais en tout cas, il était puissant. Corey avait connu une certaine aisance avant l'A6, mais ce genre de considération n'avait plus la moindre importance. Même sa grosse radiocassette n'était guère plus qu'un joli tas de camelotes. On ne pouvait plus capter que deux stations. L'une d'elles, WKDM, à Portsmouth, était animée par un disque jockey ringard qui faisait sa crise mystique. Il passait un disque de Perry Como, disait une prière, gueulait un coup, diffusait une chanson de Johnny Ray, lisait un extrait des psaumes, ponctuant ses phrases d'un Selah, exactement comme James Dean dans À l'Est d'Éden, puis poussait une nouvelle gueulante. Rien que des gaudrioles dans ce genre. Un jour, on est tombé mort de rire, Needles et moi, en l'entendant chanter « Bringing in the Shaves » comme une vraie casserole. La station du Massachusetts était meilleure, mais nous ne pouvions la capter que de nuit. Elle était aux mains d'une bande de gamins. Je suppose qu'ils s'étaient emparés des studios de la WRKO ou de la WBZ, une fois tout le monde parti ou mort. Ils intitulaient leur station de façon fantaisiste comme WCAME ou Keyon ou WA6, rien que des trucs dans ce style. Vraiment crevant, tu vois, à mourir de rire. C'était comme ça que nous écoutions en revenant vers la plage. Je tenais Suzy par la main. Kelly et Johan marchaient devant nous et Needles était déjà de l'autre côté des dunes, hors de vue. Corey fermait la marche, balançant sa radio à bout de bras. Les Stones chantaient Angie. « Tu m'aimes ?» me demandait sans arrêt Suzy. « C'est tout ce que je te demande. Est-ce que tu m'aimes ?» Suzy avait constamment besoin d'être rassurée. J'étais son gros nounours. « Non ?» répondis-je. Elle engraissait à vue d'œil. Et si elle vivait assez longtemps, ce qui était peu probable, elle allait devenir carrément énorme. Pour le moment, c'était une sacrée enquiquineuse. « T'es dégueulasse !» fit-elle en portant la main à son visage. La demi-lune qui s'était levée depuis 1 heure environ fit jouer sur ses ongles laqués des reflets sombres. « Tu vas encore pleurer ? Ferme-la. » Eh bien qu'elle pleure. Je m'arrêtai en haut de la butte. J'ai tout le temps besoin de m'arrêter. Avant la 6, c'était une plage ouverte à tous, aux touristes, aux pique-niqueurs, aux gosses morveux, aux mémés ventripotentes dont le soleil avait rougi les coudes. Des papiers de bonbons et des bâtons de sucette sur le sable. Tous ces corps magnifiques se pelotant sur des serviettes de plage, la puanteur où se mêlaient les gaz d'échappement, les parfums des algues. Mais maintenant, toute la saleté, toutes les ordures avaient disparu. L'océan avait tout avalé, tout, comme vous mangeriez une poignée de cacahuètes. Il n'y avait plus personne pour revenir souiller le sable. Il n'y avait plus que nous, et nous n'étions pas assez nombreux pour remettre une telle pagaille. Et puis, nous aimions cette plage aussi, je pense. Ne venions-nous pas de lui offrir une sorte de sacrifice ? Même Suzy, cette petite garce de Suzy, avec son gros cul et ses cuisses pleines de cellulite. Le sable était blanc et ridé, délimité par la ligne d'algues entrelacées, de varechs et de lagons abandonnés par la marée haute. Le clair de lune dessinait des ombres d'un noir d'encre en forme de croissant et des ondulations un peu partout. Le phare déserté se dressait blanc, spectral, à quelques 50 mètres des cabines de douche, pointé vers le ciel tel un index, décharné. Et le ressac nocturne jetant de grandes gerbes d'écume, se brisant à perte de vue contre la jetée inlassablement. Peut-être cette vague s'était-elle trouvée au milieu de l'Atlantique la nuit précédente. « Les Stones, Angie !» annonça la voix enrayée dans le poste de Corée. « Je suis sûr que ça vous dit quelque chose.
je suis là. Ça vous rajeunit pas, hein? Un sacré tube tout droit sorti de ma cimetière Kotek. Ici, c'est Bobby. Ça aurait dû être Fred cette nuit, mais Fred a chopé la grippe. Il est tout enflé. Suzy gloussa, quelques larmes encore accrochées à ses cils. J'accélérai le pas pour qu'elle se taise. « Attends !» cria Corée. « Bernie, Bernie, attends !» Le type de la radio débitait des petits quatrains cochons. Au second plan, une fille lui demanda où il avait mis la bière. Il lui répondit quelque chose, mais déjà nous arrivions sur la plage. Je regardais derrière moi pour voir ce que fabriquait Corée. Comme d'habitude, il descendait sur les fesses et avait l'air tellement ridicule qu'il me faisait un peu pitié. « On fait la course ?» lançai-je à Suzy. « Pourquoi faire ?» Je lui donnai une tape sur les fesses, lui arrachant un glapissement. Juste parce que ça fait du bien de courir. Nous courûmes. Elle tomba bientôt, soufflant comme un cheval, me hurlant de ralentir. Mais je ne lui prêtai plus la moindre attention. Le vent me sifflait aux oreilles et rejetait mes cheveux en arrière. L'air charriait une odeur de sel âpre et piquante. Les vagues déferlaient telles du verre noir, empanaché d'écume. J'envoyais promener mes sandales de caoutchouc et piétiner le sable de mes pieds nus, sans me soucier des coquillages au bord coupant. Mon sang rugit. Puis ce fut la cabane, déjà occupée par Needles, et devant laquelle se trouvaient Kelly et Johan, qui regardaient l'eau en se tenant par la main. J'exécutai une roulade, sentis le sable glisser sur le dos de ma chemise, puis atterris contre les jambes de Kelly. Il se laissa tomber sur moi et m'écrasa le visage dans le sable, au grand amusement de Johan. Nous nous relevâmes en échangeant des grimaces. Suzy avait abandonné la course et se traînait péniblement vers nous. Corée l'avait presque rattrapé. « Tu as vu ce feu ?» fit Kelly. « Tu crois vraiment qu'il a fait tout le trajet depuis New York, comme il l'a dit ?» demanda Johan. « Je ne sais pas. » Je ne voyais pas ce que ça pouvait bien faire. Nous l'avions découvert derrière le volant de sa grosse Lincoln, délirant et à demi conscient. Sa tête était gonflée comme un ballon de football. Et son cou avait l'air d'une saucisse. La Katmandou le tenait, et il n'en avait plus pour très longtemps, de toute façon. Donc nous l'avons porté jusqu'à la grande dune qui surplombe la plage, et l'avons brûlé. Il prétendait s'appeler Alvin Sakheim. Il réclamait sans arrêt sa grand-mère. Il croyait que c'était Suzy. Ça lui a donné un drôle de choc. Dieu sait pourquoi. Elle se laisse secouer par les trucs les plus bizarres. C'est Corée qui a eu l'idée de le brûler, mais ça a commencé comme une blague. Il a lu plein de livres sur la sorcellerie et la magie noire au collège, et il s'est mis à nous sourire étrangement dans l'obscurité près de la Lincoln d'Alvin Sakheim, en nous disant que si on le sacrifiait au dieu des ténèbres, les esprits nous protégeraient, peut-être, de la 6. Bien sûr, aucun d'entre nous ne croyait vraiment à ces bêtises, mais la discussion prit un tour de plus en plus sérieux. C'était un truc nouveau et finalement, on s'y est mis et on l'a fait. Nous l'avons attaché à la lunette, là-haut. On met une pièce dedans et par temps clair, on voit tout jusqu'à Portland Headlight. Nous l'avons ligoté avec nos ceintures, puis nous sommes allés ramasser des branches sèches et des bouts de bois rejetés par la mer, comme des gosses jouant à une nouvelle sorte de cache-tampon. Pendant ce temps-là, Alvin Sakheim resta affalé contre la lunette en baragouinant je ne sais quoi à sa grand-mère. Les yeux de Suzy se mirent à briller et sa respiration à s'accélérer. Ça l'excitait pour de bon. Quand nous fûmes en bas de la butte, elle se pressa contre moi et m'embrassa. Elle avait mis trop de rouge à lèvres, et cela me fit l'effet d'embrasser une assiette grasse. Je la repoussai, et c'est à partir de là qu'elle s'est mise à bouder. Puis nous sommes tous remontés là-haut, et nous avons empilé branches mortes et brindilles jusqu'à la taille d'Alvin Sakheim. C'est Needles qui a allumé le bûcher avec son zippo, et le feu a pris sacrément vite. À la fin, juste avant que ses cheveux ne s'enflamment, le type s'est mis à hurler. Ça sent exactement comme le porc au caramel chinois. « T'as une sèche, Bernie ?» demanda Needles.
Il y en a environ 50 cartouches juste derrière toi. » Il grimaça en écrasant un moustique qui lui piquait le bras. Pas envie de bouger. Je lui donnai sa cigarette et m'assis. Suzy et moi avions rencontré Needles à Portland. Il était installé sur le bord du trottoir en face du Théâtre National et jouait un air de Lead Belly sur une vieille Gibson qu'il avait piquée quelque part. Les notes résonnaient dans Congress Street, comme une véritable salle de concert. Suzy se planta devant nous, encore essoufflée. « T'es dégueulasse, Bernie. »« Ça va, change un peu de disque. La face est rayée. Salaud crétin, fils de pute dégénéré, pecno. Tire-toi. Fige. Tire-toi ou je te flanque un œil au bord noir, tu vas voir. » Elle se mit à pleurer. Elle n'avait pas sa pareille pour ça. Corey s'approcha, essaya de passer un bras autour d'elle. Elle lui fit un coup de coude dans les couilles et lui cracha au visage. « Je vais te tuer !» Elle se jeta sur lui, hurlant et sanglotant, faisant des moulinets avec ses bras. Corey recula, faillit même tomber, puis tourna les talons et s'enfuit. Suzy le poursuivit en déversant des obscénités d'une voix hystérique. Needles se rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Le bruit de la radio de Corey nous parvenait faiblement, noyé dans le fracas du ressac. Kelly et Johan étaient partis se promener. Je les apercevais près du rivage, marchant en se tenant par la taille. On aurait dit une pub dans une vitrine d'agence de voyage. « Envolez-vous pour Saint-Lorca, la magnifique ?» Tant mieux pour eux. « Bernie ?»« Quoi ?» Tout en fumant, je revoyais Needles ouvrant son zippo, battant la molette, faisant jaillir le feu à partir d'une pierre et d'un morceau de métal, comme un homme des cavernes. « Je l'ai attrapé. » fit Needles. « Ouais ?» Je le dévisageai. « T'en es sûr ?» ?»« Aucun doute. J'ai mal à la tête. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal en pissant. Peut-être que c'est juste la grippe de Hong Kong. Suzy l'a eue, elle déclamait déjà une Bible. » Je me mis à rire. C'était alors que nous nous trouvions encore à l'université, environ une semaine avant qu'ils ne ferment pour de bon. Environ un mois avant qu'ils ne commencent à évacuer les corps par camion-benne, entiers, pour aller enterrer le tout dans des fosses communes. Regarde. Il gratta une allumette et l'approcha de son cou. J'aperçus les premières taches triangulaires, les premières boursouflures. D'accord, c'était la 6. C'est bien ça ? Reconnus-je. Je me sens pourtant pas si mal, dit-il. Moralement, je veux dire, toi, en revanche, t'y penses sans arrêt, ça se voit. Moi, non, mentis-je. Bien sûr que si. C'est comme pour le gars de cette nuit, ça aussi, ça te turlupine. Mais si t'y réfléchis, on lui a sans doute rendu service. Je crois qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce qui lui arrivait. Il était conscient. Needles haussa les épaules, puis s'allongea sur le côté. Aucune importance. Je contemplais le flux et le reflux des eaux. Needles avait la grippe de Katmandou. Voilà qui vous ramenait les deux pieds sur terre. Nous étions déjà fin août, et dans une quinzaine, les premiers froids annonceraient l'automne. Il serait temps de trouver un abri, puis l'hiver. Peut-être serions-nous tous morts avant Noël. Dans une quelconque salle de séjour, la coûteuse radiocassette de Corée posée sur une bibliothèque pleine de sélections de Reader Digest, et le faible soleil d'hiver découpant sur la couverture le dessin d'une fenêtre désormais inutile. L'image était d'une telle précision qu'elle me fit frémir. On ne devrait jamais penser à l'hiver en plein mois d'août. Il n'y a rien de tel pour vous filer le cafard. Needles se mit à rire. « Tu vois, ça te travaille. » Que pouvais-je répondre ? Je me levai. « Je vais voir ce que Suzy fabrique. Peut-être que nous sommes les derniers survivants sur cette terre, Bernie. T'as déjà pensé à ça ?» Dans le clair de lune blafard, il paraissait déjà à moitié mort, les yeux cernés, les doigts livides et raides comme des crayons. Je m'approchai du rivage et embrassai l'océan du regard. Rien. Rien que les eaux se dressant inlassablement en vagues crétées de délicates boucles d'écume. Ici,
Le tonnerre des brisants était assourdissant. Le monde semblait s'y engloutir tout entier. On se serait cru au cœur même d'un orage. Je fermais les yeux et me balançais sur mes pieds nus. Le sable était froid, humide et tassé. Et même, si nous étions les derniers survivants sur la terre, ça pourrait durer le temps qu'il y aurait une lune pour faire monter la marée. Suzy et Corée étaient un peu plus loin sur la plage. Suzy le montait comme un cheval de rodéo, lui enfonçant la tête dans l'eau bouillonnante. Corée pataugeait avec force et éclaboussure. Ils étaient trempés. Je les rejoignis et du pied fit culbuter Suzy. Corée s'étala dans l'eau, barbotant et crachotant. « Je te hais !» me hurla Suzy. Sa bouche n'était plus qu'un sombre rictus en forme de croissant. On aurait dit l'entrée d'une baraque foraine. Quand j'étais gosse, ma mère nous emmenait au Harrison State Park. Et là, il y avait une baraque avec une tête de clown peinte sur la façade et on entrait par la bouche. « Viens ici, Suzy, attrape !» Je lui tendis la main. Elle la saisit avec méfiance et se leva. Son corsage et sa peau étaient couverts de sable, humide. « T'avais pas à me faire tomber, Bernie. Si jamais tu... » « Arrête !» Rien à voir avec un jukebox. Pas la peine de mettre une pièce et aucun risque qu'elle se détraque. Nous remontâmes la plage jusqu'à la concession principale. L'homme qui gérait l'endroit avait un petit appartement à l'étage. Il y avait un lit. Suzy ne méritait pas vraiment un lit, mais, comme disait Needles, tout ça n'avait aucune importance. Dans ce jeu, il n'y avait plus de gagnant. On accédait aux étages grâce à un escalier extérieur, mais je m'arrêtais une minute pour contempler par une vitre brisée les marchandises poussiéreuses qui avaient échappé au pillage. Des lots de sweatshirts portant l'inscription Asson Beach et un paysage de mer et de ciel bleu. Des bracelets scintillants qui vous noircissent les poignets au bout de 2 jours, des boucles d'oreilles de 4 sous, des ballons de plage, des cartes de vœux polissonnes, d'affreuses madones en céramique peinte, des imitations de vomissures en plastique. On jurerait des vrais. Essayez sur votre femme. Des feux de Bengale du 4 juillet pour un 4 qui ne devait jamais arriver. Des serviettes de plage où une beauté pulpeuse en bikini était entourée des noms d'une centaine de stations fameuses, des fanions, souvenirs d'Asson Beach et de son parc, des baudruches, des maillots de bain. Près de l'entrée, il y avait un snack avec une grande enseigne. Essayez une bouchée spéciale fruits de mer. Je venais souvent à Hanson Beach quand j'étais encore au collège. C'était 7 ans avant, la 6, et je sortais avec une fille nommée Maureen. C'était une sacrée nana. Elle avait un maillot de bain, un petit carreau rose. Je lui disais tout le temps qu'elle ressemblait à une nappe. Nous nous sommes promenés sur le quai Botti, d'en face, pieds nus, sur les planches brûlantes et couvertes de sable. Nous n'avons jamais essayé les bouchées spéciales fruits de mer. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien. Avance. Je me réveillais en nage après avoir fait d'horribles cauchemars à propos d'Alvin Sackheim. Il était calé derrière le volant de sa Lincoln d'un jaune lumineux et il parlait de sa grand-mère. Il ne restait plus de lui qu'une tête noirâtre et bouffie sur un squelette carbonisé. Il sentait le cramer. Il pérorait, mais au bout d'un moment, je ne pus plus comprendre le moindre mot. Je m'éveillai, le souffle court. Suzy était étalée en travers de mes cuisses, pâle et boursouflée. Ma montre indiquait 3h50, mais elle était arrêtée. Dehors, il faisait encore sombre. On entendait les coups réguliers du ressac, marée haute. Il devait donc être 4h15. Il ferait bientôt jour. Je me levai et me dirigeai vers la porte. L'air marin rafraîchit agréablement mon corps brûlant. En dépit de tout, je ne désirais pas mourir. J'allais me chercher une bière. Il y en avait 3 ou 4 caisses collées contre un mur. Comme il n'y avait plus d'électricité, elle était tiède. De toute façon, je ne suis pas comme certains qui ne supportent pas la bière chaude. Elle mousse un peu plus, c'est tout. Une bière, c'est une bière. Je retournai sur le palier, m'assis, tirai sur la languette et bus directement à la boîte.
Voilà donc où nous en étions. La race humaine tout entière balayée, pas par des armes atomiques, pas par une guerre biologique, pas par la pollution, ni par rien de grandiose, comme ça. Non, par la grippe. Je voudrais poser une énorme plaque, peut-être sur le lac Salé, un carré en bronze de 5 kilomètres de côté. Elle indiquerait en lettres, au relief immense, une simple grippe. Je balançai ma boîte de bière par-dessus la rambarde. Elle atterrit avec un bruit creux sur l'allée de ciment qui entourait l'immeuble. Notre cabane faisait un triangle sombre sur le sable. Je me demandais si Needle s'était réveillé. L'aurais-je été à sa place? Bernie? Suzy se tenait dans l'embrasure de la porte, affublée d'une de mes chemises. J'ai horreur de ça. Elle sue comme une vache. Je ne te plais plus tellement, hein, Bernie? Oh, je ne répondis pas. Il y avait des moments où j'aurais pris n'importe quoi en pitié. Elle avec moi et moi avec elle. Ni l'un ni l'autre, nous ne méritions cela. Je peux m'asseoir à côté de toi? Je crois pas qu'il y ait de la place pour deux. Elle émit un hoquet, battit en retraite. Needles a chopé la 6, lui annonçai-je. Elle s'arrêta net, me regarda, le visage calme. Plaisante pas avec ça, Bernie. J'allumai une cigarette. C'est pas possible. Il a eu... Oui, il a eu la 2. La grippe de Hong Kong, comme toi, comme moi, Corey, Kelly et Johan. Mais ça voudrait dire qu'il n'est pas immunisé. Alors, on pourrait l'attraper aussi? Peut-être qu'il a menti en prétendant qu'il a eu la 2 pour qu'on l'emmène avec nous. Ces traits trahissent son soulagement. C'est sûrement ça. À sa place, moi j'aurais menti. Personne n'aime rester tout seul, tu ne crois pas? Elle hésita. Tu reviens au lit? Non, pas maintenant. Elle rentra. Inutile de lui dire que la 2 n'immunisait pas contre la 6. Elle le savait déjà, mais elle avait fait le blocage. Je contemplais les vagues. Elles étaient sacrément hautes. Des années auparavant, Hanson avait été le seul endroit à peu près décent de l'État pour faire du surf. La butte découpait sa pointe saillante, en sombre contre le ciel. Il me semblait aussi deviner la forme de la lunette, mais ce n'était sans doute qu'une impression. Il arrivait à Kelly d'emmener Johan là-haut, mais cette nuit, je ne pensais pas qu'il s'y trouverait. Je me pris le visage dans les mains et le palpai, sentant le grain, la texture de ma peau. Ça avait si vite fait de vous tomber dessus, c'était tellement minable, aucune noblesse là-dedans. Le flux et le reflux infiniment, eau pure, profonde. C'était l'été. Maureen et moi étions venus ici, après le collège, avant l'université. La vie n'était pas encore commencée, et ce fut l'Assis, venu d'Asie et s'étendant sur le monde comme un suaire. Juillet, nous mangions des pizzas, l'oreille collée à son transistor. Je lui avais passé le dos à l'huile solaire, elle en avait mis sur le mien. Il faisait chaud, le sable était clair, et le soleil, comme un miroir, ardent. Ici la station WCAME, diffusant depuis Boston, Massachusetts. Nous sommes en vie et disposons de ressources. Nous émettons sur cette fréquence chaque jour à 12 heures, heure locale. Si vous recevez ce signal, répondez ou laissez un message sur le canal 1969. Une sale grippe est une nouvelle de Stephen King, publiée dans le recueil Danse macabre aux éditions J'ai lu. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen. À 12 heures, heure locale. Si vous recevez ce signal, répondez ou laissez un message sur le canal 1969. Ici la station WCAME, diffusant depuis Boston, Massachusetts. Nous sommes en vie